Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Le parc naturel du Vexin envisage de s'agrandir, et notamment vers l'Oise et la Normandie. Un projet qui n'est encore qu'à l'état d'étude, mais qui pourrait élargir le périmètre du parc, qui réunit déjà 99 communes du Val d'Oise et des Yvelines. C'est le choc sportif de la semaine. En tennis de table, Pontoise-Cergy reçoit le Borussia Düsseldorf pour la demi-finale de la Ligue des Champions, la crème du tennis de table européen. Les Valdoisiens vont tenter de renouveler l'exploit puisqu'ils ont déjà remporté le titre par 2 fois. Portrait d'avant-match en fin de journal. Le parc régional du Vexin français pourrait voir son territoire s'agrandir. En pleine réflexion sur la redéfinition de ses missions, le PNR étudie la possibilité d'intégrer des communes du Vexin français de l'Oise, certaines communes frontalières comme Triel-sur-Seine, et regarde aussi du côté de la Normandie. Plus d'explications dans ce reportage. À cheval sur le Val d'Oise et les Yvelines, le parc naturel du Vexin va-t-il s'agrandir ? Aujourd'hui, le parc s'étend sur 99 communes et 71 000 hectares. Depuis 1995, le classement de ce vaste territoire rural permet de protéger, mais aussi de valoriser le patrimoine naturel, culturel et paysager du Vexin. Tous les 12 ans, et maintenant depuis peu, tous les 15 ans, les parcs naturels doivent redéfinir leur charte, repréciser leur mission, mais aussi leur périmètre. Pour son prochain contrat, le parc naturel du Vexin entame sa phase d'étude, une réflexion qui pourrait aboutir sur l'élargissement de son territoire historique et géographique, notamment vers des communes du Vexin français de l'Oise. En Picardie, il y a une partie du Vexin français, historique, géographique, et d'ailleurs quand on va jusqu'à Chaumont-Vexin, on ne voit pas la différence évidemment. Et puis aux marches du territoire, nous regardons certaines communes qui sont à cheval, je pense par exemple à Triel, avec le bois de Lotil, enfin nous regardons toutes ces questions pour voir ce qui peut être amélioré dans l'efficacité de la protection de l'environnement du parc et de ses abords. Je souhaite aussi d'ailleurs qu'on regarde avec la Normandie, parce qu'il y a une partie de la vallée de l'Eppe qui se trouve juste de l'autre côté de la rivière, mais c'est la même entité paysagère. Ça permettrait aussi d'ailleurs de faire un pont avec Giverny, puisque Giverny qui se trouve de l'autre côté de la frontière est quand même dans un territoire historique, culturel, etc., qui est très proche de Véteuil et donc des impressionnistes et du Vexin français. Pour réussir ce regroupement, qui n'est encore qu'un projet, il faudra convaincre les acteurs des territoires concernés, mais aussi les différentes entités administratives. Nous souhaitons effectivement ce regroupement. En tout cas, nous souhaitons étudier à nouveau, donner à nouveau une chance à cette possibilité de regroupement. Nous verrons bien, il faut que les élus et la population de ces territoires le veuillent. Il faut que la région du nord de la France, des Hauts-de-France le veuille, que ceux de l'Île-de-France l'acceptent aussi. Évidemment, il faut que tout ceci se gère ensemble, mais c'est en tout cas, à mes yeux, tout à fait normal, presque indispensable, de se reposer cette question de temps en temps. L'étude du projet d'élargissement du périmètre du parc est donc lancée, mais il faudra encore un peu de patience pour connaître les nouveaux contours du futur parc naturel régional du Vexin, ce pas avant 2022. En bref, maintenant à Montmorency, les travaux de rénovation du centre-ville ont démarré cette semaine. La célèbre place Levaneur va complètement changer de visage pour redonner aux piétons plus de place, mais aussi remettre aux normes l'accessibilité des commerces pour accueillir les personnes à mobilité réduite et revoir enfin le plan de circulation. 6 mois de travaux sont prévus à Montmorency pour un coût estimé à 1,2 million d'euros. Un mot de sport maintenant. Si mercredi soir le PSG rencontre Barcelone pour une place en demi-finale, une équipe française joue elle une place pour une finale européenne. Le club de tennis de table de Pontoise-Cergy, un match exceptionnel à voir sur VOTV ce jeudi à partir de 18h45. La télévision du Val d'Oise retransmet le choc Pontoise-Cergy-Borussia Düsseldorf. Présentation de la rencontre avec Olivier Zanetta. C'est bon, c'est cool, c'est fait, superbe. Renouvelleront-ils l'exploit ?
Les pongistes de Pontoise-Cergy, déjà vainqueurs de la Ligue des Champions à 2 reprises, ont une nouvelle finale au bout de leur raquette. C'est la 4e fois en 5 ans que le club du Val d'Oise valide sa présence dans le Big Four de la compétition européenne. Jeudi à 18h45, emmenés par leur leader Marcos Freitas, les joueurs de Pontoise-Cergy affronteront le redoutable Borussia Düsseldorf, un club qui totalise 10 titres européens. Le défi est de taille, mais Pontoise-Cergy est magique chez lui. Le match se jouera à domicile, à guichet fermé, devant 500 spectateurs. Le rendez-vous de jeudi à Pontoise sera riche en émotions, en raison aussi du retour à la maison de Christian Karlsson, ancien de Pontoise-Cergy, le Suédois et l'actuel numéro 2 de l'équipe de Düsseldorf. Un choc à vivre en direct sur la télévision du Val d'Oise, VOTV. La demi-finale sera diffusée dès 18h45 ce jeudi sur les box ADSL et le câble. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Le parc naturel régional du Vexin envisage de s'agrandir, notamment vers l'Oise et la Normandie, un projet qui n'est encore qu'à l'état d'étude, mais qui pourrait élargir le périmètre du parc qui réunit déjà 99 communes du Val d'Oise et des Yvelines. Pour connaître la réponse, il faudra tout de même être un petit peu patient et attendre 2022. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site venews.fr. À demain. Avec ses 4 tours imposantes, ce château semble tout droit sorti d'un conte de fées, mais il est bien réel. Nous sommes à Vigny, dans le Val d'Oise. Édifié au début du XVIe siècle par le cardinal d'Amboise, ce château va connaître des propriétaires illustres de l'histoire de France. Les Montmorency, puis la famille princière des Rohan, qui y laisseront leur blason sur la façade. Au fil des siècles, le château se transforme, mais garde son style médiéval. Le château médiéval était un château qui devait être imposant. Donc on devait avoir ce symbole de force qui est symbolisé ici par les 4 tours qu'on voit derrière moi. Ces 4 tours sont ce qui reste de plus significatif du château du cardinal d'Amboise, donc au tout début du XVIe siècle, donc 1503, 1504. Et donc ce château a été très modifié depuis. Modifié au fil du temps, le château tombe finalement dans l'oubli. Un homme va lui redonner son éclat d'antan et son aspect actuel, le comte Vitali, Philippe Spiridion. Ingénieur et entrepreneur dans les chemins de fer, il rachète le château en 1867 et le restaure de fond en comble. Il reboise le parc et réaménage l'intérieur avec des meubles d'époque, des toiles du XVe et XVIIe siècle et des tapisseries des Gobelins. Il avait une collection aussi d'armures, donc on voit que c'était quelqu'un qui avait de l'argent et qui s'était donné les moyens de se créer un cadre absolument luxueux, sans doute pour y recevoir, pour y vivre, avec toutes les commodités que l'on trouve à cette période-là sur ces grands édifices. Il a voulu créer une espèce de retour à la mode médiévale, donc avec ces grands décors, avec aussi bien intérieur qu'extérieur, pour se créer cet environnement qu'on appelle un peu troubadour à l'époque, à la fin du XIXe siècle, et qui donc constitue des décors de couverture, ces grands décors assez sombres d'ailleurs, généralement plutôt riches, et qui créent cette espèce de chaleur finalement, qui est un confort de vie, voilà, très particulier à la fin de ce XIXe siècle. L'architecture originale du château va faire le bonheur des amoureux du 7e art. Il apparaît ici dans le clip de Rihanna, Te Amo. On le retrouve également dans de nombreux films. Les Visiteurs, on a retrouvé la 7e compagnie, la série télévisée Versailles, et surtout Les Barbouzes de Georges Lautner, qui en fera le principal décor de son film tourné en 1964. Ici, on reconnaît des hommes qui ont servi, alors soit pour le petit déjeuner sur la terrasse qui est derrière, soit l'Américain qui passe par la fenêtre et qui tombe dans les douves qui sont juste là. Donc vraiment, c'est un château mythique parce que du début jusqu'à la fin, finalement, on est sur ce site assez merveilleux, un peu à huis clos, et on reconnaît à chaque fois qu'on visite le château, chaque scène de ce film assez extraordinaire. Laissé à l'abandon pendant des années, le château vient d'être racheté. De très importants travaux de restauration et de rénovation sont en cours. À terme, le château devrait se transformer en hôtel de luxe. Une nouvelle histoire pour un château qui en a connu bien d'autres. Prenez un terrain de tennis, un court de squash, mélangez-les et vous obtiendrez le padel.
Un sport de raquette où l'on peut utiliser les murs qui se jouent uniquement en double sur un terrain plus petit qu'un court de tennis. Sport encore peu connu en France, il n'existait dans le Val d'Oise que quelques terrains en extérieur, mais pas de cours couverts. Depuis quelques mois, il en existe 2 sur la zone d'activité de Beauchamp. Derrière ce projet, un amoureux de ce sport, Thomas. D'origine espagnole, cet ancien électricien découvre le padel en Espagne, où ce sport est très populaire. C'est vraiment un sport qui a pris de l'ampleur en Espagne. C'est le sport numéro 2 après le foot. C'est pour ça que j'en suis venu au padel. Dans la région parisienne, il y a déjà quelques centres comme le mien. Et donc je me suis dit que pourquoi pas moi aussi. Donc, je suis un joueur de padel avant tout, donc pourquoi pas vivre de ma passion dans l'avenir. Les règles sont simples, comme au tennis. Il faut renvoyer la balle dans le camp adverse après un rebond. Seule différence de taille, on peut utiliser les parois en verre et les grillages pour retourner la balle. Les points se comptent comme au tennis, mais les services se font à la cuillère. Les balles sont plus molles que celles du tennis et les raquettes sont bien différentes. Ça se joue avec une raquette qui est un tout petit peu plus petite, même beaucoup plus petite qu'une raquette de tennis. Une raquette perforée pour éviter toute prise au vent. Si la raquette n'était pas du tout perforée, avec le vent, ça serait impossible de la contrôler, de la manier. Normalement, ça se joue avec une main, donc pas besoin d'avoir un grand manche. Et forcément, un grand espace de jeu qui s'appelle la pala. Les tarifs s'étalent entre 30 et 40 euros de l'heure, soit une dizaine d'euros par personne. Bien moins physique que le squash, le padel s'adresse à tous, quel que soit leur niveau. C'est une prise en main très rapide. On s'amuse très très vite au paddle. Contrairement au tennis où l'apprentissage est relativement compliqué, et quand on perd la balle, on perd la balle. Là, la balle revient sur nous, donc on peut tout de suite la récupérer. C'est des séquences très très courtes, donc forcément, comme c'est très très court, pas besoin d'avoir un très très gros physique. Et puis le contact avec le partenaire à côté est très important. C'est un peu ça l'esprit paddle, c'est vraiment tout le monde joue avec tout le monde, très convivial. C'est l'esprit latin, l'esprit chaleur. Intégré depuis 2014 à la Fédération française de tennis, le padel connaît un véritable essor, mais la marge de progression est énorme. On compterait en France 4000 pratiquants, alors qu'en Espagne, il serait plus de 2 millions à jouer au padel.